L'IA va-t-elle détruire vos actions SaaS ou bien vos actions software? Et comme vous pouvez le remarquer, spoiler alerte, je pense que non. Et voici pourquoi. Écoutez, je vais être direct avec vous. Si vous possédez des actions Salesforce, ServiceNow ou n'importe quel éditeur de logiciels d'entreprise, vous avez probablement eu des sueurs froides ces derniers mois. Parce qu'il y a cette narrative qui circule partout, dans tous les forums d'investissement, dans tous les podcasts tech, sur toutes les chaînes d'analyse, sur YouTube et analyse, entre parenthèses, ou bien sur Twitter, c'est comme vous voulez, disons sur les réseaux sociaux. Le narratif, c'est l'IA va manger le logiciel. Donc, l'IA va faire disparaître le logiciel. Et je comprends pourquoi ça fait peur. Vraiment. Quand vous voyez ChatGPT générer une application complète en 30 secondes, quand vous lisez que des entreprises construisent leur propre outil interne au lieu d'acheter des licences Salesforce, quand vous voyez les valorisations de certains éditeurs SaaS tanguer, vous vous demandez, est-ce que je devrais vendre? Mais voilà le truc. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Cette panique repose sur une incompréhension fondamentale de ce qui crée vraiment de la valeur dans le logiciel entreprise. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble cette question avec les lunettes d'un investisseur long terme. Pas avec le sensationnalisme des gros titres, pas avec les prédictions à la mode, mais avec une analyse rigoureuse de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Nous allons explorer pourquoi générer du code n'est pas la même chose qu'opérer un système d'entreprise. Nous allons calculer le vrai coût du build in-house que tout le monde fantasme et nous allons identifier quel type d'entreprise SaaS vont prospérer dans cette nouvelle ère et lesquels sont effectivement en danger. Parce que oui, tous les logiciels ne sont pas égaux. Tous ces logiciels ne sont pas égaux face à cette transformation. Et c'est exactement pour ça que nous devons creuser. Si vous êtes un investisseur, ou bien si vous êtes investisseur, si vous vous intéressez à la tech, ou si vous voulez simplement comprendre où va vraiment l'argent dans cette révolution IA, restez avec moi. On va prendre le temps de faire les choses correctement. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement, mais alors là, royalement, le droit de me tromper. D'accord? Et n'oubliez pas une chose, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Vous avez le bootcamp pour le mois d'avril 2026, uniquement réservé aux personnes qui veulent changer les choses, qui veulent arrêter de suivre les tendances ou bien les avis des autres. Toutes les informations, comme je l'ai dit, en description de la vidéo. OK? N'oubliez pas le groupe School pour continuer la discussion au-delà de YouTube. Parce que comme vous l'avez remarqué, les commentaires sont fermés. Tout simplement parce que j'aimerais que ça se passe dans un endroit structuré. Et donc, vous avez le lien vers le groupe School. Point. Maintenant, attachez vos ceintures. On va y aller pas à pas. Parfait. Commençons par reconnaître les faits. Il s'est passé quelque chose de spectaculaire en 2024 et 2025. Les grands modèles de langage ont atteint un niveau de compétence qui a tout changé. Vous pouvez littéralement taper en français « Crée-moi un CRM pour gérer mes clients » et obtenir du code fonctionnel. Ce qu'on appelle le Vibes Coding, vous n'avez plus besoin de savoir programmer, vous décrivez ce que vous voulez, l'IA le construit. C'est une démocratisation massive de la création logicielle. Et il ne faut pas le nier. Maintenant, combinez ça avec les agents IA. Ces systèmes qui peuvent exécuter des tâches complexes de bout en bout, et les termes sont importants, bout en bout, réserver des vols, analyser des données, envoyer des emails, tout de manière autonome. Et là, les investisseurs ont commencé à se poser des questions qui tuent, ou bien la question qui tue. Si un agent IA peut faire le travail de 10 employés,
Pourquoi continuer à payer des licences logicielles facturées par siège? Prenons un exemple concret. Vous êtes une entreprise de 500 commerciaux. Vous payez Salesforce 150 euros, 150 dollars ou bien 150 francs CFA. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis camerounais, donc il faut toujours envoyer un tout petit peu rappeler nos origines. De manière générale, c'est une façon également de vous dire que vous pouvez être de très bons investisseurs. Je ne dis pas que j'en suis un, mais je dis toujours une chose, c'est que l'information, elle est disponible pour tout le monde. Si vous voulez faire du stock picking sérieusement, rejoignez un groupe qui pense exactement comme vous. Et vous avez les informations en description de la vidéo. Et donc, comme je l'ai dit, Salesforce, 150 euros par utilisateur par mois. Ça fait 75 000 euros mensuels, 900 000 euros par an. 150, d'accord, par utilisateur, comme je le mentionne ici, multiplié par combien? Par 500 commerciaux, fois 12, vous avez l'information. So, si vous pouviez remplacer, je dis bien si vous pouviez remplacer, si vous pouvez remplacer ça avec quelques agents IA et une application custom, vous économiseriez massivement. Et vous savez quoi? Des entreprises essaient. On voit des équipes IT qui disent on va construire notre propre système avec l'aide de l'IA. Des startups qui se lancent en construisant tout en interne plutôt que d'acheter des solutions établies. Alors, les analystes ont commencé à parler de commoditisation, du SaaS, les valorisations ont chuté pour certains acteurs et les investisseurs se sont demandé s'ils ne devraient pas fuir le secteur. Je comprends totalement cette réaction. Mais voilà où ça devient intéressant et où je pense que le marché se trompe. Cette peur confond deux choses fondamentalement différentes. La capacité à générer du code rapidement et la capacité à opérer un système d'entreprise critique à l'échelle sur la durée, sur 10 ans, à long terme. Et cette distinction, mes amis, c'est là que réside tout l'enjeu de l'investissement, du stock picking, du stock picker, pour celui qui veut acheter du software. Parce que oui, moi je suis bullish software. Arrêtez ça. Et je vous explique. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je suis bullish software. Je ne pense pas avoir précisément raison, mais c'est ce que j'ai choisi. Prends tes propres décisions. Maintenant, parlons chiffres, parce que c'est ce qui compte pour nous investisseurs. Imaginons que vous dirigez une entreprise de taille moyenne. Vous avez 200 employés. Vous utilisez actuellement Salesforce pour votre CRM. Ça vous coûte environ 250 000 euros par an. J'ai pris l'exemple de Salesforce parce que je suis actionnaire de Salesforce. Je tiens à vous le rappeler. OK? Votre CTO vient vous voir un jour et dit on peut construire notre propre CRM en interne avec l'IA. Ce sera rapide et on économisera 250 000 euros. Sur le papier, ça semble être un no-brainer. N'est-ce pas? Alors, faisons le calcul. Prends ton petit papier, ouvre tes oreilles, écoute. Première année, vous allez avoir besoin d'infrastructures cloud, AWS, Google Cloud, Azure, peu importe, pour 200 utilisateurs avec des données sensibles, comptez au minimum 60 000 euros par an. Et ça peut monter à 100 000 euros si vous voulez de la redondance et de bonnes performances. Ensuite, les développeurs. Même avec l'IA qui génère du code, vous avez besoin de personnes qui comprennent vos processus métiers et le terme est important, qui supervisent, qui testent, qui corrigent les bugs. Un bon développeur full stack en France, 70 à 90 000 euros brut par an. Vous en aurez besoin d'au moins 2, disons 160 000 euros. Mais attendez, ces développeurs, où allez-vous les trouver? Le marché est tendu. Vous allez peut-être devoir payer des primes de recrutement. Vous allez devoir les former sur vos processus. Ajoutez à cela à peu près facilement 20% de coûts indirects. On est à 192 000 euros. Maintenant, la sécurité. Vos données CRM sont sensibles. Information client, deal en cours, prévision financière. Vous devez chiffrer, sécuriser, être conforme avec la RGPD. Vous aurez besoin d'un expert en sécurité. Au moins à mi-temps. 40 000 euros. Les intégrations. Votre CRM
doit parler à votre système comptable, à votre outil marketing, à votre support client. Chaque intégration, du développement custom, des tests, de la maintenance, mettons 50 000 € de temps d'équipe pour l'année 1. On est déjà à 342 000 € et on n'a pas encore parlé de maintenance continue, de formation utilisateur, de support client ou bien de support interne, excusez-moi. Mais voilà le vrai kicker. Ce n'est pas une dépense ponctuelle, c'est récurrent. Année après année, les API tiers changent, vos processus évoluent, vos utilisateurs veulent de nouvelles fonctionnalités. Salesforce emploie des milliers d'ingénieurs qui travaillent en permanence sur leurs produits. Quand vous construisez un interne, pas que vous, c'est vous qui portez ce fardeau. Maintenant, le coût d'opportunité, c'est 2 développeurs brillants que vous mobilisez sur votre CRM interne. Ils pourraient travailler sur votre produit, sur ce qui vous différencie de vos concurrents, sur ce qui génère du revenu. Et le risque, que se passe-t-il si votre développeur principal part? Si une faille de sécurité passe inaperçue, si vous ratez une évolution RGPD importante et que vous prenez une amende, disons, de 20 millions d'euros. Et là, je sais, j'exagère, mais je vous donne une image. Salesforce a des armées d'avocats, de spécialistes de la conformité, de testeurs de sécurité. Vous avez deux développeurs. Alors oui, sur une feuille Excel simpliste, construit en interne semble moins cher. Dans la réalité, pour la plupart des entreprises, c'est significativement plus coûteux et beaucoup plus risqué. Et c'est exactement pour ça que, malgré toute la démocratisation du code, les entreprises continuent massivement à acheter du SaaS. Ne me croyez pas sur parole. Checkez les dernières conference call, allez-y, regardez. Maintenant, creusons plus profond. Parce que comme investisseurs, ce qui nous intéresse, c'est le mot, l'avantage concurrentiel durable. Qu'est-ce qui rend une entreprise SaaS vraiment défendable face à l'IA? Prenons Workday, par exemple, l'acteur majeur des RH et de la finance. Si vous regardez superficiellement, vous pourriez dire, c'est juste une base de données d'employés avec des formulaires. Mais c'est passé complètement à côté. Workday, c'est un système d'enregistrement. Le System of Records en anglais. C'est la source de vérité unique pour toutes les données RH et financières de milliers d'entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous êtes une entreprise de 10 000 employés, Workday contient l'historique complet de chaque personne, qui a été embauchée quand, qui a à quel salaire, avec quelle progression, quelle formation, quelle évaluation, quel changement de poste. Ces données sont normalisées. Elles sont cohérentes dans le temps. Elles sont intégrées avec votre paie, votre comptabilité, votre gestion des talents. Et ici, les mots sont importants. Normalisées, cohérentes et intégrées. Ce n'est pas juste une collection de données. C'est un modèle de données éprouvé qui a été affiné sur des décennies, testé sur des milliers de clients, validé par des auditeurs. Vous ne reproduisez pas ça avec ChatGPT en 3 semaines. Maintenant, regardez ce qui se passe quand l'IA entre en jeu. Workday ne se fait pas déloger. Au contraire, ils intègrent l'IA dans leur plateforme. Ils peuvent maintenant analyser toutes les données propriétaires pour prédire les risques de départ d'employés, suggérer les meilleurs candidats internes pour les promotions, optimiser les plans de formation, détecter les anomalies dans les dépenses. Cette profondeur de données et d'intégration, c'est un avantage structurel massif. C'est ce que Warren Buffett appelle un wide moat. Un fossé économique large, un avantage concurrentiel énorme. Même chose sur ServiceNow. Superficiellement, ça ressemble à du ticketing IT. Mais sous le capot, ServiceNow orchestre tous les workflows de l'entreprise. Ils ont des données sur comment chaque processus fonctionne. Où sont les bottlenecks ou les goulots d'étranglement? Quelles sont les inefficacités?
Avec l'IA, ils peuvent automatiser ces workflows tout en gardant la visibilité et le contrôle. Et surtout, ils deviennent le hub de gouvernance pour vos agents IA. Ah oui! N'achetez pas du ServiceNow. Faites-moi confiance. Vous ne voulez pas gagner d'argent, n'achetez pas. Ne me croyez pas sur parole. Et je répète encore une fois. Et on se rend compte en ce moment de l'importance de comprendre dans quoi est-ce qu'on met les pieds. Dans le Top Premier Infinity, on sait clairement que depuis les années, depuis 2024, c'est le logiciel qui va gagner. Qui va consommer les capacités, les capacités liées aux dépenses cloud? Qui va les consommer? Vous pensez que c'est qui? Monsieur et madame tout le monde? Non mais sérieusement les amis, si le logiciel disparaît, ça veut dire que tous les hyperscalers vont faire faillite. 1 plus 1 égale 2. Parce que voilà la réalité. Quand vous déployez des agents IA dans votre entreprise, vous avez besoin de savoir ce qu'ils font. Vous avez besoin de les superviser, de garantir qu'ils ne prennent pas des décisions aberrantes ou non conformes. ServiceNow devient cette couche de contrôle, cette position d'orchestrateur, de plateforme centrale. Elle se renforce avec l'IA. Ne s'affaiblit pas du tout. Elle ne s'affaiblit pas du tout. Maintenant, soyons clairs. Je ne dis pas que tous les logiciels SaaS vont prospérer. Non. Il y a une énorme différence entre Salesforce et un petit outil de prise de notes SaaS, une différence fondamentale qui détermine qui va gagner et qui va perdre. Les gagnants, ce sont les systèmes d'enregistrement et les plateformes d'orchestration, les ERP. Oh, SAP, moins 20% en une journée, il faut être malade pour penser que cette compagnie va disparaître. Et je vous rappelle qu'il y a des entreprises qui font faillite parce qu'ils changent de ERP. Juste le changement. Même pas l'implémentation, juste le changement de ERP. C'est pour dire à quel point cet élément-là peut être critique pour la survie d'une entreprise. Donc les ERP, les CRM d'entreprise, les systèmes de paie, les plateformes de gestion des workflows. Pourquoi? Parce qu'ils ont 3 caractéristiques défensives. Et maintenant, prenez des notes. Premier élément, données propriétaires profondes. Pas juste des données que vous entrez, non, mais des données enrichies, historisées, normalisées, qui créent de l'intelligence au fil du temps. Deuxième élément, une intégration transverse. Ils ne font pas qu'une chose. Ils sont au cœur du système d'information. Ils connectent les départements, ils orchestrent les processus critiques. Troisième élément, la gouvernance et la conformité. Ils garantissent l'auditabilité, la sécurité, le respect des régulations, des choses absolument critiques pour les entreprises. Oh, il paraît que Claude a lancé Claude Légal, mais les amis, vous êtes sérieux? Pour ceux qui travaillent dans le domaine juridique, vous pensez que là-bas, dans ce domaine, il y a de l'à peu près? Et je vous ai toujours dit que l'IA a un problème. Quand je parle d'IA, vous pensez à Claude, ChatGPT, Gemini, les données. C'est pour ça, par exemple, quand vous voulez faire de l'analyse financière, vaut mieux le faire avec Perplexity. Parce que Perplexity, on peut se fier à ces données venant de Fiscal AI. Les données. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, que quand on a dit à Google dernièrement que non, on ne va pas vous diviser en 3 ou je ne sais pas quoi, et que Chrome ne représentait pas un monopole, machin truc, mais on leur a demandé de partager des données. Et ils ont refusé de le faire. Ils ont fait appel juste pour ce point-là, parce que c'est le point le plus dangereux. Les données, des dizaines d'années de données. Vous pensez, c'est ça le nerf de la guerre. Si l'IA n'a pas de données, tu peux avoir la plus belle interface que tu veux. On s'en fout, ça va rien donner. Parce qu'on veut de l'information pour pouvoir prendre des décisions. Ces 3 éléments créent ce qu'on appelle des switching costs élevés. Le coût de changer de fournisseur est énorme, pas juste financièrement, mais en termes de risque de disruption opérationnelle. Allez-y, regardez. Il y a des entreprises qui ont changé de ERP, qui sont mortes. Maintenant, de l'autre côté, vous avez les outils SaaS, peu différenciés. Un gestionnaire de tâches basiques, un CRM pour freelance, un outil formulaire simple. Ces outils sont beaucoup plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de données propriétaires uniques, parce qu'ils ne sont pas profondément intégrés, parce qu'un agent IA peut facilement reproduire leurs fonctionnalités. On peut s'attendre à voir une véritable consolidation dans ce segment. Certains vont disparaître, d'autres vont être absorbés par des plateformes plus larges qui veulent étendre leurs offres. Comme investisseur, c'est crucial de faire cette distinction. Tous les SaaS ne se valent pas. Et je rappelle une chose, l'heure est à la consolidation.
dans le secteur des éditeurs de logiciels. Parce que les clients veulent avoir affaire à peu d'éditeurs. C'est pour ça que, par exemple, Microsoft n'a pas besoin de lancer un Teams aussi puissant que Zoom. Non, ils ont juste besoin de faire l'essentiel. Parce qu'ils ont quoi? Le réseau de distribution. Et je posais cette question dans le Zoom dernièrement, dans le School dernièrement. Et je dis une chose. Si vous êtes sur YouTube et que vous continuez à regarder des vidéos YouTube pour prendre vos décisions d'investissement, vous êtes en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le but est de comprendre, d'approfondir, de gratter sous la surface. Système 1, système 2. Allez lire ce livre. C'est en ce moment-ci que vous allez vous rendre compte si vous êtes un investisseur ou pas. Nous, en tant qu'investisseurs, on ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce que l'entreprise baisse, on s'en fout. Son avantage concurrentiel est toujours durable. Les clients signent. Quelle est la taille du marché? C'est ça qui nous intéresse. Amazon fait 7%, je ne sais pas qui. Bref, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que est-ce qu'on aura aussi autant d'argent pour continuer à rajouter dans nos positions? Et je le répète encore une fois, là, on est en train de vivre une autre période. Google, Alphabet, Amazon, Microsoft de 2022. C'est la même chose maintenant. C'est la même chose. Et encore une fois, vous vous posez encore les mauvaises questions. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que quelque chose change vraiment. Ce qui change, c'est la hiérarchie de valeurs. La valeur migre de l'interface utilisateur vers les données, les workflows et l'orchestration. Il y a 10 ans, quand vous achetiez un logiciel, vous payez pour l'interface une belle UX, des écrans bien pensés, des formulaires pratiques. L'interface était le produit. Aujourd'hui, l'interface se commoditise. L'IA peut générer des interfaces rapidement. Ce n'est plus là que réside la valeur principale. La valeur, c'est la capacité du système à comprendre vos données, à orchestrer des processus complexes, à intégrer l'intelligence humaine et artificielle de manière fluide. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle couche dans l'architecture technologique des entreprises, une couche d'intelligence qui se pose au-dessus des systèmes d'enregistrement. Cette couche, ce sont les agents spécialisés, des agents pour le recrutement, pour la comptabilité, pour le support client, pour la logistique. Chaque fonction a potentiellement ses propres agents. Mais ces agents ne remplacent pas les plateformes. Ils les consomment. Ils lisent les données des plateformes, exécutent des actions dans les plateformes, renvoient des résultats vers les plateformes. Montez en charge. Ça vous donne quoi comme information quand vous lisez sur les entreprises qui dominent le logiciel? Et naturellement, cette explosion d'agents crée de nouveaux besoins. Vous avez besoin d'outils pour gérer des agents, pour les superviser, pour les sécuriser, pour garantir leur conformité. On voit émerger toute une nouvelle catégorie, l'observabilité et la sécurité des workloads. Il y a des entreprises qui construisent des outils pour surveiller des agents, pour surveiller ce que les agents font, détecter les comportements anormaux, garantir que vos prompts ne contiennent pas de failles. Et concernant les prompts, dans le groupe School, je vous ai proposé un prompt gratuit, la checklist. C'est un prompt bien quadrillé qui vous permet de sélectionner les entreprises intéressantes selon Top Invest. Et il vous dit pourquoi est-ce que ça peut être intéressant. Comme d'habitude, c'est une information supplémentaire. Et vous avez besoin d'utiliser votre intelligence humaine pour décider oui ou non. C'est un nouveau marché qui se crée. Et pour nous, investisseurs, c'est une opportunité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour votre portefeuille? Voici la manière dont j'aborde cette transformation. Première catégorie, les plateformes établies avec l'intégration IA native, Salesforce, ServiceNow, Workday, Microsoft avec Dynamics. Ces entreprises ne sont pas menacées, elles se renforcent. Elles ont des données propriétaires. Elles ont l'intégration profonde. Et maintenant, elles ajoutent l'intelligence. C'est une combinaison extrêmement puissante. Oui, il pourrait y avoir une pression sur les prix à court terme. Oui, le modèle de licence par siège pourrait évoluer. Et il a même déjà évolué d'ailleurs. Pour ceux qui lisent depuis 2025, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, il y a un modèle, oui, licence par siège, mais maintenant, si tu utilises l'IA, tu es facturé à l'utilisation. Dans ton siège, tu as un volume d'utilisation. Et si tu débordes, tu payes le supplément. Ou bien tu prends un abonnement plus élevé. Mais fondamentalement, ces entreprises restent au cœur du système d'information. Deuxième catégorie, le pur player de l'infrastructure IA. Les entreprises qui construisent les outils pour gérer, sécuriser et orchestrer les agents. C'est un marché naissant, mais qui va exploser. Pensez à ce que Datadog a fait avec l'observabilité cloud.
On va voir l'équivalent pour l'IA, des entreprises des entreprises qui vous permettent de monitorer vos agents, de tracer leurs décisions, de garantir leur conformité. Salut, ServiceNow. Troisième catégorie, les verticaux spécialisés. Salut, Vitech. Salut, Topicus. Salut, Constellation. Salut, Lumine. Des logiciels très spécialisés dans un domaine précis, avec des données propriétaires uniques et une expertise métier profonde. Oh, l'IA va nous tuer, n'importe quoi. Par exemple, un logiciel pour la gestion des essais cliniques dans la pharma. Salut, IQVIA. Ou un système pour la gestion du trafic aérien. Amadeus, bonsoir. Ces niches ont des barrières à l'entrée technique et réglementaire très élevées. L'IA ne les menace pas. Au contraire, elle leur permet d'offrir encore plus de valeur à leurs clients. Ce qu'il faut éviter, les outils SaaS généralistes, peu différenciés, sans données propriétaires significatives, donc un gestionnaire de tâches basiques, un CRM simple pour TPE, ces segments vont se faire grignoter. Maintenant, parlons valorisation. Beaucoup d'entreprises SaaS établies se tradent actuellement ou bien se sont tradées avec des niveaux de valorisation très élevés. Maintenant, c'est avec une décote par rapport à leurs multiples historiques. Le marché a peur de la disruption par l'IA. Pour les entreprises de catégorie 1, celles avec des modes défendables, cette décote pourrait représenter une opportunité d'achat pour les investisseurs long terme. Le marché surestime le risque de disruption et sous-estime la capacité de ces plateformes à capturer la valeur de l'IA. Le marché n'est pas rationnel. Le marché n'est pas efficient. Ce sont des conneries. Et vous pouvez le voir encore aujourd'hui. La rationalité n'existe pas. Dire que le marché est rationnel, c'est sous-entendre que l'être humain est rationnel. Pourtant, vous et moi savons que vous avez eu tendance à prendre de très mauvaises décisions. Pas juste d'investissement, mais de manière générale. Alors que rationnellement parlant, ça n'avait pas lieu d'être. Donc, on continue. Alors, voilà où nous en sommes. L'IA ne va pas manger le logiciel d'entreprise. Cette narrative est simpliste et trompeuse. Ce qui se passe est beaucoup plus nuancé et franchement beaucoup plus intéressante pour nous, investisseurs qui voulons aller au-delà du narratif ambiant, nous, investisseurs qui voulons aller au-delà des chiffres, nous, investisseurs intéressés par la qualité profonde des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Nous, investisseurs intéressés par le fait que les chiffres racontent une histoire qui doit être soutenue par le narratif qualitatif. L'IA redéfinit où réside la valeur dans le logiciel. Elle déplace la création de valeur de l'interface vers l'orchestration, des tâches manuelles vers l'intelligence automatisée. Les entreprises avec des modes défendables, celles qui contrôlent les systèmes d'enregistrement critiques, celles qui ont des données propriétaires profondes, elles ne sont pas menacées, elles se renforcent. Oui, le modèle économique va évoluer, parce qu'il a déjà commencé à évoluer. Oui, il pourrait y avoir une transition du par-siège vers d'autres métriques comme à l'utilisation, mais fondamentalement, ces plateformes restent indispensables. Les gagnants de cette ère seront les entreprises qui combinent données propriétaires, intégration transverse, orchestration d'agents et gouvernance robuste. C'est une combinaison difficile à répliquer. Les perdants seront les outils peu différenciés, facilement reproductibles par l'IA. Comme investisseur à long terme, notre job est de distinguer les deux, de ne pas paniquer face aux gros titres, d'analyser les fondamentaux qualitatifs. Et vous vous rendez compte à quel point les fondamentaux qualitatifs sont importants en date d'aujourd'hui, de comprendre ce qui crée vraiment de la valeur durable. Pas juste, oui, elle a un mode parce que le ROIC est de ci. Pas juste, oui, les marges sont élevées. Pas juste, non, le dividende. Non! C'est maintenant que vous comprenez à quel point c'est important de comprendre dans quoi vous mettez les pieds. Je chante matin, midi, soir. Depuis au moins 4 ans aujourd'hui, que le stock picking, ce n'est pas comme vous pensez. Les chiffres, on s'en fout, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui vous aide à tenir en période difficile. Fermez les médias, on s'en fout de ça. Écoutez les médias qui comptent. OK? Et les médias qui comptent, ce sont les rapports financiers, les conférences call. Parce qu'au final, l'IA n'est pas en train de détruire le logiciel d'entreprise. Elle devient la couche d'exploitation qui fait vivre ces systèmes. Elle ne remplace pas les plateformes, elle les propulse. Et ça, c'est une opportunité d'investissement, pas une menace. Alors, ma question pour vous. Quelle entreprise SaaS détenez-vous dans votre portefeuille? Et comment allez-vous réévaluer leur résilience
face à cette transformation? Partagez vos réflexions en commentaire dans le groupe School en description de la vidéo. J'adore échanger avec vous sur ces sujets. C'est pour ça que c'est important pour moi d'être sur une plateforme bien structurée. Allons sur School, continuer la discussion. Ça ne sert à rien de bavarder sur YouTube. Laissons le bavardage sur YouTube aux autres. OK? Cette chaîne est uniquement réservée aux gens qui veulent faire du stock picking sérieusement. Et je pense que la situation actuelle vous montre à quel point il y a énormément de choses à apprendre. Mais c'est passionnant. Le stock picking, c'est facile quand tu te poses les bonnes questions. Le plus difficile, c'est de patienter. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est maintenant qu'il faut adhérer au bootcamp. On a 30 places disponibles pour le mois d'avril. D'accord? Je ne sais pas si c'est encore disponible. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que toutes les places ont été prises. OK? Et si cette analyse vous a apporté de la valeur, likez, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez ou bien pour qu'on continue à décortiquer les meilleures opportunités d'investissement dans la tech. Pas juste dans la tech, mais de manière générale, en profondeur. Pas juste en surface. OK? Investissez intelligemment et à la prochaine. Merci. Au revoir.